Extinction de la Révolution. La Seconde Guerre mondiale suivit le cours défini par le protocole de 1905. Bien plus clairement que la première, les populations aveuglées œuvrèrent à la vengeance et à la mutuelle, non pas pour leur propre salut, mais pour la poursuite du plan d'esclavage généralisé sous le contrôle d'un gouvernement mondial despotique. Les objectifs initialement avancés, libération, liberté et la destruction des militaristes, nazisme, fascisme, dictature totalitaire et assimilée, ne furent jamais atteints. Au contraire, les territoires où ces conditions régnaient s'élargirent fortement. Lénine, dans Collected Work, écrivit ouvrez les guillemets, la guerre mondiale 1914-1918 verra l'avènement du communisme en Russie. Une seconde guerre mondiale étendra son emprise jusqu'en Europe. Et une troisième guerre mondiale sera nécessaire pour le rendre mondial. La proposition centrale de cette prévision fut presque littéralement réalisée suite à la Seconde Guerre. La Révolution étendit son emprise jusqu'au centre de l'Europe et se retrouva dans une position lui permettant de contrôler militairement l'intégralité de l'Europe, au moins à l'issue d'une troisième guerre. En 1956, le général américain Grunter, qui portait alors le grade de commandeur suprême des forces alliées, grade apparemment rendu permanent par quelques actions obscures d'élus dictateurs durant la guerre, déclara dans un journal ouest-allemand, ouvrez les guillemets, si nous devions aboutir à une bataille terrestre, alors nous serions bien évidemment incapables de tenir la ligne de front européenne actuelle. En 1956, cela faisait 10 ans que les populations occidentales s'étaient habituées, du fait des sujétions quasi quotidiennes émanant de leurs leaders, à l'idée que la guerre avec la Russie était inévitable. C'étaient les conséquences de l'issue de la guerre. Cette issue, à nouveau, était le résultat du détournement des actions de politique intérieure et d'opérations militaires à des fins de destruction des États-nations et d'asservissement des populations. Et ce détournement, à son tour, était la conséquence du processus d'invasion de l'Amérique décrit dans le chapitre précédent. La force et la richesse de l'Amérique furent décisifs au cours de la Seconde Guerre et elles permirent d'aboutir à un dénouement faisant d'une troisième guerre une menace permanente. Ainsi, l'histoire de l'imbroglio américain au cours de la Seconde Guerre démontra la puissance du groupe étranger qui était arrivé à diriger Washington et conféra une réalité palpable au discours d'adieu de George Washington lui-même. Ouvrez les guillemets, contre les volontés insidieuses de l'influence étrangère, je vous prie de me croire, chers concitoyens, la jalousie d'un peuple libre doit être constamment éveillée, car l'histoire et l'expérience montrent que l'influence étrangère est l'un des ennemis les plus funestes d'un gouvernement républicain. George Washington fit cette déclaration en 1796, alors que le régime de la terreur avait révélé la vraie nature de la révolution qui avait lieu en France et que la présence d'agents conspirateurs était identifiée en Amérique pour la première fois. Les archives publiques relatives à la Seconde Guerre démontrent que la conspiration avait acquis le pouvoir de contrôler les principales actions de politique nationale américaine, le cours des opérations militaires ainsi que les mouvements d'armes, de munitions, de stocks et de fonds. Ces agents conscients étaient nombreux et haut placés. La plupart des dirigeants qui soutinrent ou se mirent à ces agents n'avaient peut-être pas conscience du but ultime qui servait leur action. Ce chapitre représente 3 ans et demi de l'histoire de la République, de Pearl Harbor à Yalta. Une grande similitude apparaît dans la manière dont l'Amérique entra en guerre en 1898 et en 1941. Dans les deux cas, la provocation nécessaire
à l'embrasement des foules fut fourni, et la difficulté de convaincre le Congrès ou l'opinion publique fut ainsi éludée. En 1898, le Maine fut coulé par une mine espagnole dans le port de la Havane, et la guerre suivit dans la foulée. De nombreuses années plus tard, quand le Maine fut remonté à la surface, on découvrit que sa coque avait explosé suite à une explosion interne. En 1941, l'attaque de Pearl Harbor par les Japonais, en ce jour qui restera marqué par l'infamie, permit au président Roosevelt d'annoncer à ses concitoyens que suite à une attaque complètement inattendue, le pays était en guerre. Les révélations ultérieures démontrèrent que Washington était informé depuis longtemps d'une attaque imminente et n'avait pas informé les forces basées à Pearl Harbor. Dans ces deux cas, la population demeura indifférente quand les révélations eurent lieu. Cela reste d'actualité en 1956. Alors qu'un autre président américain a juré publiquement qu'il ne se rendra jamais coupable d'envoyer son pays à la guerre sans l'accord du Congrès, mais en ajoutant que les troupes américaines pourraient avoir à mener des opérations guerrières locales pour se protéger, sans agrément parlementaire. Au cours de la Première Guerre, le président Wilson, réélu sur la promesse de garder son pays hors du conflit, déclara immédiatement après sa réélection qu'un état de guerre existe. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le président Roosevelt fut réélu en 1940 sur la promesse maintes fois répétée que, ouvrez les guillemets, nous n'enverrons vos fils dans aucune guerre étrangère. Son programme électoral incluait néanmoins une clause de 5 mots, ouvrez les guillemets, nous ne déploierons pas notre armée de terre, notre marine ou notre armée de l'air en terre étrangère, sauf en cas d'attaque. 5 mots furent ajoutés selon M. Rosenblum, l'un des biographes officiels de M. Bernard Baruch, par le sénateur James F. Bernès, qui était tellement proche de Baruch qu'il était parfois impossible de savoir de qui émanait l'idée que tous deux exprimaient. L'importance de cette clause fut prouvée le 7 décembre 1941 lorsque les Japonais attaquèrent Pearl Harbor. 12 jours plus tard, M. Henry L. Stimson, secrétaire d'État à la Défense, à l'issue d'une réunion avec les membres de son cabinet le 25 novembre 1941, nota dans son journal, ouvrez les guillemets, la question est comment devons-nous les manipuler, entre parenthèses les Japonais, afin qu'ils initient la première attaque sans que celle-ci ne soit trop dangereuse pour nous. C'est un projet difficile. Les antécédents de cette note remontent au 27 janvier 1941, lorsque l'ambassadeur des États-Unis à Tokyo avait rapporté à son gouvernement que, ouvrez les guillemets, dans le cas d'une détérioration soudaine de la situation entre les États-Unis et le Japon, les Japonais envisageaient de mener une attaque surprise contre Pearl Harbor. Que l'espion soviétique à Tokyo, le docteur Richard Sorge, informa en octobre 1941 le gouvernement soviétique que, ouvrez les guillemets, les Japonais avaient l'intention d'attaquer Pearl Harbor d'ici 6 semaines, et fut informé que son renseignement avait été transmis au président Roosevelt, selon les confessions de Sorge dans le New York Daily News du 17 mai 1951, que le gouvernement Roosevelt avait livré un quasi-ultimatum au Japon le 26 novembre 1941, que les communications secrètes des Japonais de septembre 1941 jusqu'au moment de l'attaque, qui furent interceptées et décodées par les services secrets des États-Unis, offraient des preuves incontestables d'une attaque à venir contre Pearl Harbor, mais ne furent pas transmises aux officiers américains en poste là-bas. Que le 1er décembre, le chef des renseignements de la Marine, section extrême Orient, rédigea une note officielle pour le commandant en chef de la flotte du Pacifique, précisant que la guerre entre le Japon et les États-Unis est imminente et qui fut annulée par les autorités supérieures. Que le 5 décembre, le colonel Stadler des communications militaires américaines, fort des informations qu'il avait reçues,
rédigea un document officiel destiné aux officiers supérieurs. Ouvrez les guillemets. La guerre avec le Japon est imminente. Éliminer toute possibilité d'un nouveau port Arthur. Allusion à l'autre attaque surprise qui avait déclenché le conflit russo-japonais, qui fut également détruit, qu'une réponse japonaise clairement équivalente à une déclaration de guerre à l'ultimatum de Roosevelt fut reçu à Washington le 6 décembre 1941. Mais aucun message ne fut envoyé aux forces basées à Pearl Harbor. Un communiqué spécifiant que les forces japonaises ont fait à 1h de l'après-midi ce jour, horaire côte Est, une déclaration qui équivaut à un ultimatum. Soyez en état d'alerte fut enfin diffusé aux environs de midi le 7 décembre 1941 et atteignit le commandement de Pearl Harbor 6 à 8 heures après l'attaque japonaise. Aujourd'hui, les archives suggèrent que seuls les Américains basés à Hawaï furent laissés dans l'ignorance de l'assaut imminent qui détruisit 2 cuirassés, 2 destroyers, sans compter de nombreux navires endommagés, et 177 avions et fit 4575 morts, blessés et disparus. Une conséquence directe et immédiate fut aussi le désastre que connut la marine britannique au large de la Malaisie, où les cuirassés Prince of Wales et Renault furent coulés, emportant avec eux les vies de nombreuses victimes. Les leaders politiques qui sont prêts à obtenir l'entrée de leur pays dans la guerre en falsifiant l'attaque d'un ennemi ne peuvent être considérés comme ayant agi dans l'intérêt national. Le peuple américain dans son intégralité n'a toujours pas conscience de la vérité concernant Pearl Harbor, une introduction sinistre qui mena en droite ligne à un sinistre dénouement. 8 enquêtes furent diligentées, 7 menées par la marine ou l'armée pendant la guerre et une par le Congrès à la fin de la guerre. Ainsi le secret inhérent au temps de guerre les entourait-il tous et aucune de ces enquêtes ne fut vraiment publique ou exhaustive. En outre, toutes furent conduites sous les auspices du parti politique dont le représentant était président au moment de Pearl Harbor. Les faits essentiels que le président savait au moins 8 semaines à l'avance grâce à l'interception d'un message des Japonais qu'une attaque surprise était prévue et que ces messages interceptés ne furent pas transmis au commandement de Pearl Harbor pendant une longue période, furent dissimulés au début à la fin. Le journal du secrétaire d'État à la guerre, dont l'extrait lourd de sens est mentionné ci-dessus, ne fut pas considéré comme une preuve et M. Stimson lui-même ne fut pas convoqué en raison de problèmes de santé. Le contrôle de la presse permit de présenter ce long processus 6 mois au public d'une manière confuse et trompeuse. Néanmoins, les 3 amiraux directement concernés publièrent leur version des faits. Le contre-amiral Kim Mel, commandant en chef de la flotte du Pacifique à cette époque, mentionne l'opinion d'un autre amiral pendant que le plan du président Roosevelt nécessitait qu'aucune information ne soit envoyée pour alerter la flotte d'Hawaï, que les individus haut placés à Washington qui ont volontairement freiné la transmission de l'alerte vers nos forces basées au Pearl Harbor sont à jamais inexcusables. Les officiers de Pearl Harbor n'ont jamais été informés de la circulation gouvernementale transmise le 26 novembre 1941 aux ambassadeurs japonais, qui mettait un arrêt effectif à toute possibilité de négociations supplémentaires et rendait donc la guerre du Pacifique inévitable. Aucune mention des messages critiques interceptés, décodés et envoyés aux officiels de Washington les 6 et 7 décembre 1941 ne fut transmise aux officiers supérieurs de la marine et de l'armée localisés dans la région d'Hawaï. L'amiral de flotte Halsey, qui était à l'époque l'un des 3 hauts grades et responsables de l'amiral Kimmel, déclare, ouvrez les guillemets, tous nos renseignements pronostiquaient une attaque ciblée sur les Philippines ou le sud de la Malaisie ou les Indes orientales néerlandaises.
Alors même que le cas de Pearl Harbor fut étudié mais exclu, l'ensemble des données mises à notre disposition nous orienta vers une autre direction. Si nous avions eu connaissance du communiqué officiel japonais et de leur intérêt incessant pour la position et les déplacements exacts de nos navires à Pearl Harbor, comme le précisaient les messages qui furent dissimulés, des plus logiquement nous aurions focalisé nos réflexions sur la perspective inévitable d'une attaque sur Pearl Harbor. Le contre-amiral Theobald, commandant des destroyers de la flotte de combat de Pearl Harbor, écrivit en 1954, ouvrez les guillemets, les règles patriotiques imposant la confidentialité relative à une certaine ligne de conduite nationale afin de la préserver pour une éventuelle répétition ultérieure ne s'appliquent pas dans ce cas puisque à une époque où l'arme atomique est largement diffusée, faciliter une attaque surprise par l'ennemi en tant que méthode permettant de déclencher une guerre est impensable. L'amiral voulait probablement dire qu'il espérait qu'une répétition était impensable. Il ajouta le fait récurrent dans la vraie histoire de Pearl Harbor fut la dissimulation répétée d'informations aux yeux de l'amiral Kimmel et du général Short, les officiers dirigeant les forces navales et militaires de Pearl Harbor, à qui l'on donna le rôle de bouc émissaire. Jamais auparavant dans l'histoire connue, un officier supérieur basé sur les lieux d'un conflit ne s'était vu cacher les informations démontrant que son pays serait en guerre d'ici quelques heures et que tous les indices menaient à une attaque surprise contre ses troupes peu après le crépuscule. L'amiral Theobald cite la dernière déclaration de l'amiral Stark qui dirigeait en décembre 1941 les opérations navales à Washington et qui refusa d'informer l'amiral Kimmel de la déclaration de guerre des Japonais, qui affirme avoir exclusivement suivi les ordres de la haute hiérarchie, qui ne peuvent être que le président Roosevelt. La chose la plus surprenante qu'il fit pendant cette affaire fut de cacher ces informations à l'amiral Kimmel. L'amiral de flotte Halsey, dans ses écrits de 1953, décrivit l'amiral Kimmel et le général Short comme étant de remarquables martyrs militaires. Ils furent mis à la retraite pour cacher au public, au milieu de la confusion et des secrets de la guerre, la vraie nature des responsables du désastre de Pearl Harbor. Mais ils n'étaient que les premiers martyrs militaires plutôt que les remarquables martyrs militaires, selon l'expression de l'amiral Halsey. Ils furent les premiers d'une liste maintenant bien longue d'officiers américains de la marine et de l'armée qui firent l'expérience de quelque chose de nouveau dans l'histoire de leur carrière et de leur pays. Ils découvrirent qu'ils risquaient le limogeage ou la rétrogradation s'ils œuvraient à la victoire en utilisant les meilleures solutions militaires, ou s'ils s'opposaient à des stratégies venant d'en haut et qui étaient manifestement préjudiciables à une victoire militaire. Leur stratégie devait se conformer à des plans venant des sphères plus élevées et dont ils ne pouvaient pas comprendre totalement la nature, mais qui n'était clairement pas celle de la victoire militaire pour l'intérêt national, qui leur avait été enseignée dès le début comme la seule et ultime raison d'être d'un soldat. Alors quel était le plan supérieur auquel tous les efforts militaires américains de Pearl Harbor à Yalta devaient se conformer? Il s'agissait en fait de l'extension de la révolution de Lénine. L'histoire de ces trois ans et demi ne devient compréhensible qu'à travers cette grille de lecture. Au cours de la Première Guerre mondiale, l'entrée en guerre de l'Amérique coïncida avec la révolution en Russie, et M. House recommanda immédiatement au président d'offrir de toutes les manières possibles notre soutien financier, industriel et moral à la nouvelle démocratie. Au cours de la Seconde Guerre, l'attaque d'Hitler-Jacob Rothschild contre son complice moscovite au lieu peu de temps après la réélection de M. Roosevelt et avant Pearl Harbor. L'Amérique était déjà en guerre car le soutien financier, industriel et moral destiné à l'État révolutionnaire était en préparation par le biais de pré-bail et atteignait des montants jusqu'alors inimaginables.
Pas plus tard qu'en juin 1942, un certain Harry Hopkins, proche de Roosevelt, déclara publiquement à l'adresse de l'État communiste au cours d'une grande conférence au Madison Square Garden, ouvrez les guillemets, nous sommes résolus à ce que rien ne nous empêche de partager avec vous tous ce que nous avons et tout ce que nous sommes. Ces mots reflètent une directive présidentielle diffusée auparavant le 7 mars 1942 au sein des services de l'armée et rendue publique bien plus tard, précisant que les munitions devaient être fournies en priorité à l'Union soviétique et ce en avant de fournir tout autre allié et même les forces armées des États-Unis. Le général de division John R. Dean, chef de la mission militaire américaine à Moscou, décrivit dans un livre publié en 1947 ses vains efforts pour réduire ce soutien et déclara que cette directive venant du président Roosevelt marquait le début d'une politique d'apaisement vis-à-vis de la Russie, dont nous ne nous sommes jamais remis et dont nous payons encore les conséquences. Le terme apaisement utilisé par le général Dean était inadapté dans la mesure où cette politique alla bien au-delà du simple apaisement et avait manifestement pour objectif d'accroître la puissance industrielle et militaire de l'État révolutionnaire après la guerre. Il ressort explicitement de ce passage que M. Roosevelt avait l'intention d'accorder à l'État révolutionnaire un soutien plus important qu'à aucun autre allié, qu'il soit libre ou occupé, implicitement qu'il était résolu à soutenir les agresseurs de la Pologne et demeurait indifférent à la libération des autres pays menacés. Les grandes causes invoquées face à une population occidentale avaient en fait été abandonnées à partir du moment où elles furent entièrement plongées dans la guerre et le projet supranational d'extinction de la révolution, de destruction des États-nations et de matérialisation des ambitions du gouvernement mondial leur fut substitué. Je commençais à développer